déni de démocratie ou pas? Non, moi je pense pas que ce soit un déni de démocratie. Je suis très cash là-dessus. J'ai pas de problème avec ça. On a une constitution en France. Elle existe et dedans il y a plusieurs outils. Vous voyez, c'est comme si vous comparez avec quelqu'un qui fait du bricolage. À un moment donné, si ça bloque sur quelque chose, eh ben, il va peut-être prendre un autre outil qu'il a à disposition. Eh ben, c'est la même chose. Il y a quand même un point ce que je pense moi, c'est qu'on n'aura pas forcément besoin du 49.3 jeudi. On va voir comment ça va se passer, mais j'en suis pas certaine. Et on oublie aussi que Macron a été élu. Alors certes, certains veulent l'oublier, mais il a été élu. C'est ça la démocratie, c'est voter. C'est voter quand on doit aller aux urnes. Alors si les gens ne sont pas contents, ils avaient qu'à se déplacer le jour où on est allé voter. Mais ce qui est compliqué, c'est que ceux qui sont dans la rue, beaucoup ont voté Macron. Mais on n'a pas voté samedi, pour Macron. Ceux qui étaient dans la rue, c'est-à-dire essentiellement des gens de gauche, hein, ils ont essentiellement voté Macron. Non, nous avons voté, et je m'inclus dedans parce que je n'ai pas voté pour la au premier. réforme à 60 ans, ça a été Marine Le Pen. Donc, nous avons voté contre Marine Le Pen. Mais Macron disait ça m'oblige. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Lors de sa déclaration, il a dit que ça l'obligeait, mais de toute évidence, il a oublié que ça l'obligeait envers cette population. Allez-y, Eugénie. Mais les gens oublient qu'il y avait un premier tour. Donc si les gens de gauche étaient allés voter au premier tour, peut-être qu'au deuxième tour, il n'y aurait pas eu Marine Le Pen ou je ne sais qui. Exactement. Ils n'ont pas mis Mélenchon face à Marine Le Pen. Exactement. Et ils auraient à ce moment-là choisi entre les deux avec un projet qui leur convenait. Ça n'a pas été le cas. Donc c'est facile maintenant de refaire l'histoire. Et la deuxième chose que je voulais dire, parce que ça j'aimerais quand même en parler aussi, Kauter, quand vous dites oui, attention les députés, on va voir ce que vous allez voter, il faut que vous ayez faire attention, vous n'allez pas être réélus, etc. Ce qu'on demande à nos hommes politiques, normalement, et c'est, je pense, le problème aujourd'hui, c'est qu'on leur demande d'être courageux. On leur demande de défendre des réformes. Alors, je ne parle pas forcément que celle de la retraite, il y en a d'autres qui ne sont pas forcément populaires. Mais si nos députés devaient à chaque fois céder à la pression populaire, mais on n'avancerait pas. Ils sont là pour réfléchir à notre place, ils sont là pour être visionnaires, ils sont là pour... Oui, c'est pour ça qu'on vote pour eux, parce que... il ne réfléchit pas à ma place, mon député Eugénie. Vous m'avez interpellé, donc je vais vous répondre. Les députés sont là pour défendre les intérêts du peuple et pas du président de la République. Les députés ont été élus, ils n'ont pas été nommés par le président, ils ont été élus par une population qui est aujourd'hui à 95%. Enfin, l'étiquette présidentielle. À 95%, oui, bah écoute, les gens, ils peuvent se tromper. Et là, il affirme qu'ils se trompent, justement. Parce qu'à 95%, de manière constante depuis le début de l'année, donc ça fait bientôt 3 mois, les Français disent qu'ils sont contre cette réforme. Et donc les députés, leur travail, ils ont été élus par le peuple, pour le peuple, et pas pour le président de la République. À Marseille, c'est 95%. Non mais Eugénie, il y a plein de fois dans ce cas-là où Macron a été élu, il a dit qu'il faisait des choses et qu'il les faisait pas. C'est ça. Oui, mais alors dans ce cas-là, on peut pas reprocher tout le contraire. Non mais par exemple, les démissionnaires devaient avoir, dans le premier quinquennat de Macron, il a dit j'offrerai des prestations chômage aux démissionnaires. Je crois qu'il a oublié ça. Dans le premier plan, il a dit qu'il ferait un plan de relance écologique, je crois que c'était de 50 milliards. On ne sait pas où il est passé. Bon, il y a eu le Covid. Mais il y a plein de choses qui ont permis à Macron de dire... Macron, à l'époque, c'était la social-démocratie, le modèle flexi-sécurité. Il y a eu beaucoup de flexi, il y a eu peu de sécurité. Et les gens ont revoté pour lui quand même. Enfin, donc dans le sens où... Pourquoi on a revoté pour lui? Pourquoi les gens ont revoté pour lui? Au début, au premier tour... Parce qu'il avait le meilleur projet. Je ne suis pas sûr que ce soit ça. Il y avait un contexte de guerre en Ukraine, madame, de Covid. Je ne sais pas si... Si c'est pas ça, il faut quand même que nous, Français, on se pose des questions. Oui, mais est-ce que vous avez vu quand même, vous avez assisté comme moi à l'élection de 2022, elle était très particulière. Macron a refusé de participer au débat, d'ailleurs il n'est jamais venu ici malgré les invitations, il a refusé de participer au débat. Il a utilisé quand même beaucoup la guerre en Ukraine pour dire qu'il était très occupé à faire autre chose. Il n'a pas eu vraiment de programme, à part effectivement, et là vous avez raison de le rappeler, cette retraite à 65 ans, et il a tout fait pour se retrouver face à Marine Le Pen, et pour dire que ça l'obligeait, pour à la fin dire qu'il a été élu démocratiquement. Oui, mais Eugénie a raison, il y a eu un premier tour, ceux qui ne sont pas allés voter n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux. Il est sorti en tête du premier tour, il s'est retrouvé face à Marine Le Pen. Derrière, excusez-moi, ceux qui sont pas allés voter, et j'en ai fait partie au premier tour, parce qu'on ne parle pas de... Tu n'es pas allé voter au premier tour? Non, je ne suis pas allé voter. Voilà. Non, mais excusez-moi. Fin du débat. Donc je peux terminer ma phrase? Pourquoi t'es pas allé voter? Parce qu'il n'y avait personne qui correspondait. Et je suis désolée, l'abstention aujourd'hui, si l'abstention et le vote blanc étaient comptabilisés, vous verrez que c'est... L'abstention, c'est comptabilisé. Non, mais vous savez, madame, pas voté Mélenchon. Excusez-moi, parce qu'il ne me correspond absolument pas. C'est un fou furieux, il est aussi dandangereux que les autres. Excusez-moi, madame, vous soulevez... Moi, j'ai essayé de me présenter sur un coup de tête 3 semaines avant l'élection. Alors, vous savez quoi? Si tous les candidats...
si tous les candidats avaient le même budget, c'est comme pour les équipes de foot, vous savez, le même budget et les mêmes équipes pour se représenter, peut-être qu'on aurait une autre représentation. Oui, mais aujourd'hui, malheureusement, vous n'avez pas droit à la presse. Donc les gens à qui vous vous adressez, les abstentionnistes, ne savent même pas que vous présentez. Vous n'avez pas le même budget, vous n'avez pas des équipes de professionnels, etc., etc. Et que la politique, en fait, est réservée à une élite qui est structurée et qui a l'argent qui est nécessaire pour mener des campagnes. Vous pouvez me dire que c'est pas vrai, madame. Sur la réalité du terrain, je vous invite à vous présenter et il n'y a pas une poule qui votera pour vous. Allez-y, Eugénie. Non, c'est pas vrai parce que j'en suis témoin moi-même, donc je peux prouver le contraire. Mais par contre, là où je suis d'accord avec vous, c'est que la politique, ça prend des années. C'est pas du jour au lendemain, on se réveille, on se dit on va se présenter, on va faire adhérer les gens. Il faut qu'il y ait une adhésion. Et l'adhésion, ça se fait pas en 2 jours. Donc forcément, c'est difficile et ça demande une certaine persévérance et une constance. Mais par contre... Et de l'argent. Et de l'argent aussi, certainement. Mais je veux dire, quand vous avez des gens qui vous suivent, l'argent, il arrive. Il y a plein de candidats, on en connaît, on prend des Poutou, on prend ce genre d'exemple. Ils n'ont pas d'argent. C'est juste qu'il y a des gens qui décident. Mais pour revenir à notre débat, parce que là, on s'éloigne, mais Eugénie, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il aurait dû proposer un accord de gouvernement avec ce qui reste des LR. Mais c'est ce qu'il a proposé à la base, on l'oublie, mais c'est ce qu'il a proposé à la base. Et s'il avait réussi à ce moment-là à mettre en place cet accord gouvernemental, on n'en serait pas là. C'est-à-dire qu'il ferait effectivement une politique de droite, de centre-droit, ce qui fait d'ailleurs, contrairement à son premier quinquennat, on voit bien qu'il s'est quand même droitisé. D'ailleurs, pour être élu, c'était un calcul politique, avec cette réforme des retraites qui est une réforme de droite, contrairement à ce que dit Olivier Dussopt. Et donc, il aurait pu, à ce moment-là, dégager une majorité très claire et nette. Là, on est dans de la négociation, des tableaux Excel qu'on fait tous les jours dans le ministère pour savoir qui va voter pour, qui va voter contre. C'est pas très glorieux. Mais Eugénie, je vous remercie d'avoir été avec nous, Eugénie. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, Eugénie. On a retrouvé Franck. On va rester en Gironde. Franck. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Mon cher Franck, alors allez-y, démocratie ou pas, on reprend la discussion. Du coup, moi j'en peux plus là de la gouvernance, là, grand coup de 49.3, là, ça m'est insupportable. En fait, ce qui est dommage, c'est que, j'ai pas voté pour lui, ça c'est sûr. Par contre, ce qu'il aurait pu faire, c'est qu'il avait du temps, il avait le gouvernement, mais il aurait pu faire une réforme qui aurait servi à quelque chose. Il avait même les syndicats qui venaient s'asseoir à table, quoi. Mais là, c'est la réforme de Martinez. Enfin bon, il n'a pas été élu pour faire ce que veut Philippe Martinez. Mais là, c'est comme ils ont fait, c'est ni fait ni à faire. Plus ils en parlent, ils se mettent les pieds dans le tapis. Enfin, moi, ça m'exaspère. Qu'il y ait une retraite qui soit faite, j'ai pas de problème avec ça, mais pas comme. Donc Franck, vous souhaiteriez qu'il y ait une 49.3, motion de censure, et que le gouvernement tombe ? Ouais, parce que moi, le 49.3, j'en peux plus. Et si je vais défiler, parce que ça passe au 49.3, ça sera pas contre la réforme, ça sera contre le gouvernement qui fait. Vous pensez qu'il y aura des. Si jeudi, il y a par exemple le 49.3, vous pensez qu'il y aura des grandes manifestations ? Parce que Laurent Berger, je pense. En tout cas, moi, je resterai pas à Bordeaux, j'irai à Paris pour dire que je suis pas content, mais du tout, quoi. D'accord. Merci Franck d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt Franck. Aussi, après, vous y croyez ? Vous y croyez simplement à la réaction post 49.3 ? Si jamais 49.3, vous croyez vraiment ? Je n'y crois pas parce que il faut bien voir que je veux bien les sondages qui disent que les Français sont contre cette réforme. Je pense quand même que cette réforme, en réalité, n'est rien par rapport à ce qu'il faudrait faire. Moi, je considère que c'est une toute petite réforme qui, à mon sens, est une espèce d'ajustement par rapport à l'allongement de la durée de vie et le fait qu'il y a moins d'actifs pour payer les retraites, etc. Bon, c'est un ajustement. Et d'ailleurs, on sait très bien qu'on ne va pas en rester là. C'est pas parce qu'on fait cette réforme-là que les retraites des Français seront garanties pour les 50 prochaines années. C'est pas vrai. Il manque d'ailleurs déjà de l'argent parce qu'ils ont fait trop de concessions. Tous ceux qui le peuvent, tous les Français qui le peuvent, trouvent des moyens alternatifs de financer leur retraite. Dès qu'ils ont un peu d'argent, ils investissent dans l'immobilier, ils investissent dans des retraites complémentaires. Bon. Donc, je pense que c'est le fait que ce soit une toute petite réforme, à mon sens, fait qu'elle ne peut pas cristalliser une telle opposition telle que la souhaiteraient les opposants à cette réforme. C'est-à-dire, si on passait, par exemple, si on sortait des 35 heures et qu'on allait aux 39 ou 40 heures, si on changeait de durée légale de travail, par exemple, ce que je soutiendrais de toutes mes forces, eh bien là, on aurait sans doute beaucoup de monde dans la rue, parce que là, tout à coup, mettre du monde dans la rue, il aurait dû être plus fort. Moi, je trouve qu'en réalité, Macron, il est infiniment décevant, même dans ses audaces. C'est-à-dire que même quand il essaye de faire quelque chose de soi-disant courageux et pragmatique, en fait, il se limite à un petit ajustement. Nous, on va terminer avec...